L'Assommoir est le 7e roman de la série des Rougon-Macquart. Il s'inscrit donc dans le projet général de Zola, retracer l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Dans la préface de l'Assommoir, Zola nous présente ce texte comme le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple. Ce roman va choquer par son réalisme, mais ce sera aussi un succès de librairie. Il retrace la vie de Gervaise, originaire de Plassans. Elle est montée à Paris avec son amant Auguste Lantier. Au début du roman, Zola nous présente Gervaise dans une situation de crise. Lantier n'est pas rentré de la nuit, elle le soupçonne d'être infidèle. Nous entrons de plein pied dans un roman naturaliste. Gervaise, le personnage principal du roman, est plongé dans une situation à la fois personnelle et sociale que l'auteur va observer en expérimentateur et nous raconter en romancier. En effet, Zola ne porte pas un regard froid et extérieur sur la misère de ce personnage. Il décide de nous la faire vivre à travers son regard. Le lecteur est amené à entrer dans la subjectivité de Gervaise, il sera empathique avec elle. Mais cela va plus loin encore, car le style de l'écriture sera lui-même contaminé par le point de vue de Gervaise. Les descriptions de ce début de roman ne servent pas uniquement à planter le décor, elles ont une dimension symbolique très forte. Problématique. Comment Zola parvient-il dans ce début de roman à mettre le lecteur à la place du personnage de Gervaise, qui est à la fois un personnage attachant et un personnage représentatif d'une classe sociale dont Zola souhaite montrer la vie réelle. Annonce du plan. D'abord, nous allons voir en quoi ce début de roman nous annonce un projet naturaliste, la peinture d'une situation sociale misérable. Ensuite, nous verrons que le récit est mené à travers le regard de Gervaise. Le point de vue adopté nous fait partager sa subjectivité. Enfin, le passage a une dimension symbolique très importante. Les descriptions en disent long sur la situation du couple, le désespoir de Gervaise et les mensonges de Lantier. Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à 2 heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis 8 jours, au sortir du veau à 2 têtes où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du grand balcon, dont les 10 fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs. Et, derrière lui, elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à 5 ou 6 pas, les mains ballantes comme si elle venait de lui quitter le bras, pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte. Quand Gervaise s'éveilla, vers 5 heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perse déteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer dont un tiroir manquait, de 3 chaises de paille et d'une petite table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. On avait ajouté pour les enfants un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les 2 tiers de la pièce. La malle de Gervaise et de Lantier, grande ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides, un vieux chapeau d'homme tout au fond, enfoui sous des chemises et des chaussettes sales, tandis que, le long des murs, sur le dossier des meubles, pendait un châle troué, un pantalon mangé par la boue, les dernières nippes, dont les marchands d'habits ne voulaient pas. Au milieu de la cheminée, entre 2 flambeaux de zinc dépareillés, il y avait un paquet de reconnaissance du mont-de-piété, d'un rose tendre. C'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier, qui donnait sur le boulevard. Cependant, couchés côte à côte sur le même oreiller, les 2 enfants dormaient. Claude, qui avait 8 ans, ses petites mains rejetées hors de la couverture, respirait d'une haleine lente, tandis qu'Étienne, âgé de 4 ans seulement, souriait, un bras passé au cou de son frère. Lorsque le regard noyé de leur mère s'arrêta sur eux, elle eut une nouvelle crise de sanglots. Elle tamponna un mouchoir sur sa bouche pour étouffer les légers cris qui lui échappaient. Et, pieds nus, sans songer à remettre ses savates tombées, elle retourna s'accouder à la fenêtre, elle reprit son attente de la nuit, interrogeant les trottoirs au loin. La première partie, un roman naturaliste, avec d'abord en sous-partie le réalisme des lieux et des personnages. Dans le roman expérimental, Zola écrit que les romanciers sont des moralistes expérimentateurs, montrant par l'expérience de quelle façon se comporte une passion dans un milieu social. C'est ce qu'il fait dans l'Assommoir, il étudie les milieux ouvriers dont Gervaise fait partie. Pour comprendre le projet de Zola, il faut donc voir les lieux, les personnages et le milieu social, les métiers. L'Assommoir prend place à Paris. Dans notre extrait, nous avons les boulevards extérieurs, puis le boulevard. Ils sont à chaque fois désignés par un article défini, le, des, car ce sont des boulevards bien connus.
On apprendra plus tard qu'il s'agit du boulevard de la Chapelle et du boulevard de Rochechouart. Ce sont des lieux réels. Le Grand Balcon est un lieu qui existe à l'époque. Seul le veau à deux têtes a été inventé. Nous verrons plus tard pourquoi. Plusieurs métiers sont cités dans ce passage. La petite Adèle est brunisseuse. Elle polit les métaux avec ce qu'on appelle un brunissoir. Nous avons aussi les marchands d'habits. Le personnage de Coupeau, qui est ouvrier zingueur, n'apparaît pas dans notre passage, mais déjà nous avons la présence de 2 flambeaux de zinc. Autre lieu réel, le mont-de-Piété. C'est là que les pauvres pouvaient retirer un peu d'argent en laissant des objets en gage. Nous sommes dans un contexte de misère extrême. Deuxième sous-partie, une misère sociale. Zola cherche à peindre la misère sociale. C'est important car cela aura une influence sur le comportement des personnages. Pour Zola, l'étude de la moralité des comportements dépend entièrement du milieu. C'est la misère sociale qui provoque la misère morale. De nombreux indices prouvent la pauvreté du ménage de Gervaise et Lantier. Le lambeau de perse déteinte, attaché au plafond par une ficelle, indique que le tissu est ancien, abîmé. Le couple doit récupérer des étoffes pour faire leur lit. Ce détail illustre bien l'expression française « faire des économies de bout de ficelle ». Le mot misérable dénonce l'ironie des adjectifs utilisés pour désigner la chambre, chambre garnie. Plus loin, la belle chambre de l'hôtel. Parmi les nombreux détails qui nous sont donnés, un tiroir manquait, un pot à eau ébréché, nous avons un fait d'importance. On avait ajouté pour les enfants un lit de fer qui barrait la commode et emplissait les 2/3 de la pièce. La chambre est donc très petite, ils vivent à 4 dedans, car le couple a 2 enfants. Gervaise a une grande générosité car elle laisse à ses enfants plus de la moitié de l'espace. Lantier préfère rester à l'extérieur. Troisième sous-partie, un personnage plongé dans un contexte. Le roman commence donc avec un personnage, Gervaise, plongé dans un milieu misérable. Dans sa préface à l'Assommoir, Zola écrit « Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, il y a le relâchement des liens de la famille, les ordures de la promiscuité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis comme dénouement la honte et la mort. » Nous retrouvons tous ces ingrédients. Fainéantise de Lantier qui passe ses nuits au bal en racontant qu'il cherche du travail, relâchement des liens de la famille puisque le père de famille est absent, promiscuité causée par l'étroitesse de la chambre. On devine déjà que l'ivrognerie et l'oubli des sentiments honnêtes se trouveront dans le développement du roman. Mais pour parfaitement comprendre le projet de Zola, il faut prendre un peu de recul sur le cycle des Rougon-Macquart. Gervaise est la fille d'Antoine Macquart, qui est lui-même alcoolique. Ce trait de l'alcoolisme est donc une fatalité génétique qui pèse sur Gervaise et qu'elle porte depuis la naissance. Elle boite légèrement. Dans notre passage, nous apercevons surtout la génération à venir. Claude a 8 ans et Étienne a 4 ans. Claude Lantier sera le personnage principal de l'œuvre et Étienne Lantier sera le personnage principal de Germinal. Transition vers la deuxième partie. Le personnage de Gervaise permet à Zola de construire son roman expérimental. Elle souffre déjà de défauts héréditaires et elle est plongée dans un milieu social qui est la classe ouvrière du nord de Paris. En ce début de roman, Gervaise traverse une crise dans sa vie, son compagnon ne rentre pas. Le lecteur est amené à vivre avec Gervaise et à travers sa subjectivité, cette épreuve de l'attente. L'absence de Lantier est le premier pas vers la déliquescence des liens de la famille et des valeurs morales. Deuxième grande partie, récit à travers le regard de Gervaise. C'est un récit qui est mené à travers le regard de Gervaise. Première sous-partie, illustration de l'attente. Gervaise est le personnage principal du roman. Son prénom est le premier mot du roman, Gervaise. Mais elle n'est pas le sujet d'une action qui commence. Elle avait attendu. Ce verbe attendre est un peu étonnant pour un début de roman, où le lecteur attend évidemment le début de l'action. Le temps utilisé, le plus que parfait, nous présente un état qui dure déjà depuis plusieurs heures. Nous accompagnons directement Gervaise dans son attente. Lantier apparaît en deuxième position, en complément d'objet. Ce n'est pas le prénom, mais le nom de famille qui est utilisé. Cela le met à distance. Si Gervaise nous est déjà familière, Lantier, absent, est pour nous un étranger. La relation entre les personnages est d'emblée présentée par ce verbe « attendre ». Dans notre passage, le temps est subjectif, on le vit à travers le point de vue de Gervaise. Le saut de ligne entre la ligne 1 et la ligne 2 est le moment où Gervaise s'assoupit. Immédiatement, on retourne dans le passé, depuis 8 jours. Dans un film, on aurait ici un flashback. En littérature, cette figure de style s'appelle une analepse. Nous sommes plongés dans les préoccupations de Gervaise pendant qu'elle dort. Le deuxième paragraphe commence avec une ellipse. Quand Gervaise s'éveilla vers 5 heures. Une ellipse, c'est un saut temporel. Nous sommes passés de 2 heures à 5 heures du matin, 3 heures, qui coïncident avec le sommeil de Gervaise. Elle s'éveilla. Le temps est donc calqué sur son état de conscience. Enfin, l'extrait que nous étudions est construit comme une boucle. À la fin, elle retourna s'accouder à la fenêtre. Et elle reprit son attente. Pour Gervaise, le temps est comme figé. Pour le lecteur, l'attente est vécue comme un retour au point de départ.
Deuxième sous-partie, le regard de Gervaise, c'est une focalisation interne dans ce texte. La focalisation interne, c'est un terme technique pour dire que le narrateur n'en sait pas plus que ce que sait le personnage. La focalisation se repère grâce à 3 marques, les souvenirs, les sensations et les émotions. Nous avons déjà vu que les souvenirs étaient uniquement ceux de Gervaise. Dans notre passage, nous allons progressivement des sensations aux émotions. Elle est frissonnante, ensuite elle devient fiévreuse, puis arrivent les larmes. On comprend que les frissons dus au froid sont aussi des sanglots. Au début du deuxième paragraphe, nous avons la même chose. Raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Les précisions physiques arrivent avant les manifestations émotionnelles. Les larmes reviennent tout au long de notre passage pour dire la tristesse de Gervaise évidemment, mais surtout pour mettre en valeur son point de vue, pour souligner son regard. De ses yeux voilés de larmes, elle va faire le tour de la misérable chambre. La description de la chambre est faite à travers les larmes qui voilent le regard de Gervaise. C'est une description subjective. Le tableau des 2 enfants endormis insiste sur les liens familiaux, un bras passé autour du cou de son frère. Nous voyons tout cela encore à travers le regard noyé de leur mère. Les marques de la jalousie, c'est la 3e sous-partie. La subjectivité de Gervaise se voit à travers le passage du temps, ses sensations physiques et aussi ses émotions. Mais aussi et enfin à travers ses interprétations de la réalité. Plusieurs indices nous font comprendre que Gervaise soupçonne son compagnon d'être infidèle. Elle fait des interprétations qui vont au-delà des simples faits, racontant qu'il cherchait du travail. Le verbe « raconter » n'a pas le même sens que le verbe « dire ». Il peut signifier que ce sont des racontards, des mensonges. Elle croyait l'avoir vu rentrer au bal du grand balcon. De même ici, le verbe « croire » fait ressortir l'inquiétude de Gervaise. Plus loin, la petite Adèle a les mains ballantes comme si elle venait de lui quitter le bras. Le comparateur, comme si, fait aussi partie du domaine de l'interprétation. La clarté crue des globes de la porte aurait été le révélateur de la vérité cachée. La tromperie est à peine voilée. L'amante de Lantier dîne dans le même restaurant que le couple. La double vie de Lantier n'est-elle pas symbolisée par le nom même de l'établissement où il se retrouve avec les 2 femmes? Le veau à 2 têtes symbolise sa duplicité. L'animal, le veau, est un symbole de naïveté. Transition vers la 3e partie. Dans tout notre passage, la focalisation est interne à Gervaise. Nous percevons le temps comme elle, les sensations et les émotions comme elle. Nous avons même accès à ses interprétations de la réalité. Mais cela va plus loin car Zola lui-même glisse dans le texte de nombreux symboles. Les détails du décor en disent long sur l'état émotionnel de Gervaise et sur la décomposition du couple. 3e grande partie, la dimension symbolique du passage. La solitude de Gervaise est illustrée par des jeux de contraste. Lantier est à l'extérieur, au bal, dans la lumière. Gervaise est seule, dans la chambre plongée dans l'obscurité. Les 10 fenêtres du bal du grand balcon éclairées d'une nappe d'incendie. Le nom du bal, le grand balcon, est donc un lieu ouvert. On nous donne même le nombre exact de fenêtres. La lumière est telle qu'on croirait à un incendie. Entre Gervaise et ce lieu où se trouve Lantier, c'est la coulée noire des boulevards extérieurs. La tournure est étonnante car elle cache une métaphore. Les boulevards coulent exactement comme les larmes de Gervaise qui ne cessent de se répandre à travers le passage. Nous avons l'image d'un volcan avec la lumière de l'incendie et la lave qui coule. Cette métaphore représente l'état émotionnel de Gervaise, son bouillonnement intérieur. Il est intéressant aussi de relever qu'Adèle est brunisseuse, elle travaille avec les métaux. Gervaise deviendra blanchisseuse, elle travaillera avec le linge. Et justement, dans notre passage, le linge a une place importante dans les décors. 2e sous-partie, la symbolique du couple. Si l'on se penche sur les éléments de la description, nous verrons que certains éléments appartiennent à Gervaise et d'autres à Lantier. Le châle troué appartient à Gervaise. Le châle, c'est un vêtement d'intérieur. Le fait qu'il soit troué symbolise la fragilité de ce personnage. Au contraire, les chaussettes sales et le pantalon mangé par la boue appartiennent à Lantier. La boue provient de l'extérieur. La saleté représente la misère sociale. Il passe son temps dans la rue à la recherche d'un emploi. Elle représente aussi la déchéance morale, le mensonge et la dissimulation, mangés par la boue. Les 2 flambeaux de zinc, présentés comme une paire, sont un symbole du couple. On nous dit qu'ils sont dépareillés. Gervaise et Lantier n'ont plus grand-chose en commun. Entre les 2 flambeaux se trouve un paquet de reconnaissance du mont-de-piété, d'un rose tendre. Ce n'est pas un hasard si Zola précise la couleur d'un rose tendre. Le sentiment amoureux qui liait auparavant les 2 personnages est aujourd'hui comme une dette qui les sépare. Ce symbole et la matière des flambeaux en zinc en dit long sur la suite du roman. Gervaise quittera Lantier pour Coupeau, un ouvrier zingueur. 3e sous-partie, la symbolique du mensonge. Les mensonges et la vie cachée de Lantier se retrouvent partout dans la description de la chambre. Un tiroir manquait. N'est-ce pas plutôt Lantier qui manque dans cette chambre?
Plus loin, le regard de Gervaise se pose sur leur malle commune, la malle de Gervaise et Lantier. Cette malle, dont on nous précise bien qu'elle appartient aux deux, contient un vieux chapeau d'homme enfoui sous des chemises. Comment Gervaise peut-elle voir ce chapeau s'il est enfoui sous des chemises? Elle sait que ce chapeau se trouve là, elle n'a pas besoin de le voir, de même qu'elle sait le mensonge de Lantier sans avoir besoin qu'on lui en donne la preuve. Le chapeau sert à cacher la tête, il peut aussi cacher les yeux. On peut alors repenser au nom du restaurant. Les deux têtes représentent les deux vies de Lantier. Le chapeau est lui-même enseveli sous du linge sale. La malpropreté morale de Lantier s'oppose à l'innocence de Gervaise qui deviendra blanchisseuse. Conclusion. En ce début de roman, Zola plonge le lecteur dans un moment de crise dans la vie de Gervaise. Nous vivons avec elle les tourments de son attente. Les symboles annoncent déjà la suite du roman, la séparation du couple et leur déchéance morale. Avec le roman naturaliste, Zola fait une expérience à l'échelle humaine. Il construit des personnages, les met en interaction, les plonge dans un milieu social, puis il observe. Ensuite, l'écrivain, le romancier, prend le relais et nous raconte ce qui se passe. Mais il ne le fait pas en restant extérieur et froid. Le romancier naturaliste fait partager au lecteur l'expérience de ses personnages. Il lui fait éprouver et comprendre la réalité de la misère sociale. Dans la préface de l'Assommoir, Zola écrit « Il ne faut point conclure que le peuple tout entier est mauvais, car mes personnages ne sont pas mauvais. Ils ne sont qu'ignorants et gâtés par le milieu de rude besogne et de misère où ils vivent. » Le propos de Zola est aussi politique. Si le milieu social est la cause de la déchéance morale, il insiste sur la nécessité d'agir sur le milieu social.